d'anglais et formateur depuis longtemps maintenant à l'Académie de Rennes. Il est fondateur aussi du dispositif pédagogique La Classe Accompagnée. Il ne va pas me rappeler ma prof d'anglais, il y a peu de chance. Donc voilà, je vous demande d'applaudir vraiment très chaleureusement Alan Corlin. On va faire un WooClap. Est-ce que ça affiche sur le côté là? Voilà. Alors pour une question, WooClap, ça permet de faire un peu la même chose. Je vais vous demander de vous connecter si vous voulez bien, avant que je démarre. C'est bon, ça se connecte? Ouais. Bon, c'est bon, je te remercie. Avec le micro super près, rien n'est discret. Mais, merci. C'est bon? Donc, je me présente Alan Corlin comme ça s'écrit pas, en fait. Et je voudrais vous parler de coopérer dans un cadre scolaire. Donc, je suis prof d'anglais, je suis formateur, et je travaille dans un milieu scolaire. Et le milieu scolaire, c'est un chouette mot, ça, scolaire. Ça évoque plein de choses pour vous, non? Ouais? Ça évoque quoi pour vous? C'est la question que je voudrais vous poser. On va faire un nuage de mots. Un mot à la fois, hein, ça fait. Non, WooClap, si, ça peut faire des phrases. Vous pouvez faire des petites phrases, ça affichera la phrase. Si vous ne mettez pas le petit trait ou autre, ça affichera. Proposez-moi le mot scolaire. Qu'est-ce que ça évoque? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Commencez à afficher. Non, vous n'avez pas de mots encore? Ouais, j'ai perdu ma connexion, parce que l'ordinateur a été éteint, tout ça, et je suis sur ma connexion personnelle. Désolé. Je suis content d'avoir préparé à l'avance, c'est génial. J'ai l'impression de vivre un moment de classe. C'est toujours pareil en salle de classe. On arrive, je prépare tout, et puis il manque un truc. Non, mais je sais bien, je suis dans un milieu scolaire, là, je le sens bien. Ouais, c'est... Ouais. Et on négocie pas avec la sonnerie, je sais bien, et avec Gaël non plus. Bon ben, j'y arrive pas, chers amis. Ouais, ça y est. Ouh, comment ça que ça? Ah ouais. Ouais, ça va venir, ça va venir. Je me dis que j'allais avoir les surprises, mais alors Dragon's Ball Z le matin, je l'attendais pas. Goûter, d'accord. Note, copain, sonnerie, effet démo. Alors, je suis très content, j'aurais presque pu arrêter, j'ai eu le mot à prendre, on s'arrête là, non? Non, hein. Descendant, être... Ouais, c'est tout. Après, ouais, c'est fini. Ouais, c'était bien. Hein. Oui, on va arrêter. On va arrêter. C'est bien là. Parce que j'arrive pas à les lire en fait. Je me permets de les arrêter, mais on va les recevoir après. Hop. Notes, le mot le plus gros. Ouais, les notes. Apprentissage. L'école, c'est fini. C'est bien quand ça s'arrête. Trop méthodique, du temps pour soi, être dans le moule. Les cartes Pokémon. Ouais, ça parle à mon fils, ça aussi. Dans un milieu scolaire, c'est intéressant du coup le mot scolaire parce qu'il n'est pas toujours utilisé de manière positive, y compris et surtout presque par les enseignants eux-mêmes. C'est neutre,
milieu scolaire, cantine scolaire, sortie scolaire, mais pas toujours positif. J'étais en conseil de classe ces dernières semaines, c'est la période, et j'entends les enseignants dire eux-mêmes « très bon élève, mais trop scolaire ». C'est surprenant dans la mesure où on se dit les attendus de l'école sont les attendus scolaires, et les attendus scolaires ne sont pas les attendus ultimes des enseignants. Elle est où là Donc qu'est-ce qu'il y a derrière ces attendus-là? Parce que clairement, ce sont quand même ce qu'attendent les enseignants, l'humain, on attend ça, et l'école ne le permet pas. Pour ça, je voulais vous parler de forme scolaire. Vous avez tous, comme moi, une idée d'une salle de classe en tête. Vous voyez à quoi ça ressemble. La forme scolaire, pour nous, aujourd'hui, on va s'arrêter à la définition comme ça. La forme scolaire, c'est l'espace classe, le temps de l'apprentissage, le nombre d'élèves, la disposition des tables, ce genre de choses. C'est quoi une forme scolaire? J'ai regardé un peu dans ce que la représentation, au-delà des enseignants, la représentation de la société, c'est quoi? Article l'année dernière, retour à la normale. Le côté non normal, c'est évidemment les conditions sanitaires, mais la normalité de la salle de classe, de la forme scolaire, c'est ça. Ça, c'est une salle de classe, vous êtes d'accord? Donc tout tourner dans ce sens-là, vers le tableau, l'enseignant, les élèves rangés les uns derrière les autres. Et on ne l'a pas changé depuis longtemps, cette forme scolaire. Ça, c'est un musée. Je suis peut-être allé un peu vite. Aujourd'hui, avant-hier. C'était il y a longtemps. Et on a toujours la même disposition. Donc, le tourner, par ici, on a des évolutions, parce qu'on a un boulier, donc c'est les premiers outils numériques, très en pointe technologiquement, et puis maintenant les ordinateurs. Un collège qui vient d'ouvrir, c'est très récent, c'est un article de vendredi dernier. Le collège vient d'ouvrir, il est chouette le nouveau collège, c'est tout nouveau, et la disposition toujours la même. Y compris quand on a du matériel mobile, ultra moderne, individualisé. Vous êtes tous différents. Nous sommes tous différents. Alors ça, c'est la disposition qui est laissée avant que l'enseignant s'empare de la salle. C'est un collège neuf, la photo est prise avant que l'enseignant n'entre. Je ne sais pas comment il va l'utiliser, l'enseignant. Mais l'image que l'institution, que la société a d'une salle de classe, c'est tourné dans ce sens-là. Même quand le matériel est différent. Et c'est une image dont on a du mal à se défaire. J'ai un problème d'affichage, je suis désolé. Ça nous vient d'il y a longtemps, cette forme scolaire. Jean-Baptiste Lassalle, prêtre catholique début du XIXe siècle, a révolutionné l'éducation. Il nous a proposé le cours magistral descendant comme on le connaît. Ça a été une grosse révolution parce qu'il a formalisé beaucoup de choses, il a professionnalisé le métier. Et c'est la proposition qui a été faite, c'est d'enseigner comme on enseigne chez les prêtres. Il a formalisé aussi, puisqu'on est dans la formation, on a un prêtre qui est là pour suivre cette formation. Mais ça nous vient de là. On se dit que si on enseigne de la manière dont on enseigne aujourd'hui depuis si longtemps, il doit bien avoir une raison. On va continuer dans cette manière de faire, parce qu'elle a dû être réfléchie par ceux qui venaient avant nous. Jean-Baptiste Lassalle a effectivement bien fait avancer les choses, et c'était une amélioration par rapport à ce qu'on faisait avant, l'enseignement individualisé. Les élèves allaient voir le prof, recevaient l'information, le savoir, et ensuite étaient livrés à eux-mêmes. Le temps de tout seul derrière, c'est débrouillez-vous, rien n'est organisé. Jean-Baptiste Lassalle a amélioré les choses en donnant le même enseignement à tout le monde en même temps. Mais ça a obligé, du coup, à classer les élèves. D'où le mot classe. Les élèves sont organisés par groupe d'âge et de niveau. Les bons, les moins bons et les pas bons du tout. C'est ce qu'on disait. Ça a duré longtemps. Mais ce n'était pas la seule manière d'enseigner possible. On avait celle-ci, l'enseignement mutualisé. Le temps individuel d'apprentissage avec l'enseignant existe toujours, mais on a le temps sans l'enseignant qui est organisé, des élèves de niveaux différents, qui s'entraident, qui s'enseignent les uns aux autres. On bénéficie finalement de l'hétérogénéité du groupe. Donc on voit la différence avec Jean-Baptiste Lassalle. Il y a une autre différence fondamentale entre ça et Jean-Baptiste Lassalle avant, c'est que ça, c'est protestant et libéral. Le choix de la société française, européenne de manière générale, d'enseigner d'une certaine manière n'a pas été fait sur des fondements pédagogiques,
C'est un choix politique et religieux. J'ai donc découvert, moi enseignant du public, que j'enseignais de manière catholique. Ça fait un choc. Je vous raconte ça parce que quand on prend conscience de l'historique de notre manière d'enseigner, on peut peut-être sortir de ce moule de « moi j'ai appris comme ça, je dois enseigner de cette manière-là ». Si ça n'a pas été pris, ces décisions, pour une raison pédagogique, peut-être que j'ai le droit de remettre ça en question. Parce que cette forme-là d'enseignement, elle n'est pas incompatible avec notre système scolaire. Vincent Fayet, qui est un professeur d'SVT à Paris, en lycée, propose ça. Vous voyez, hein, il appelle ça la classe mutuelle, on est vraiment dans la même démarche. Il enseigne un peu à tout le monde, puis vous allez travailler en groupe. Et l'hétérogénéité de la classe est bénéfique au groupe. C'est l'un des trucs qu'on n'entend plus chez les enseignants. Vous ne vous rendez pas compte, ma classe, elle n'est pas homogène, c'est très hétérogène, j'ai du mal à enseigner à tout le monde. Parce que le système d'enseignement est conçu pour une homogénéité. Mais si on veut considérer que chaque individu fonctionne différemment, on doit prendre en compte l'hétérogénéité et considérer que c'est un bénéfice pour le groupe. Des fabricants de matériel proposent du matériel qui permettent d'enseigner de manière différente. Là, l'exemple de Manutan Collectivité, classe de secondaire de 58 mètres carrés, deux exemples possibles. À gauche, on a le format autobus, classique. On voit tout de suite à quoi on fait référence. Et puis, on peut disposer du matériel différemment, ça existe, pour travailler de manière en travaillant en atelier. Donc, différents types d'apprentissage dans un même espace. Il y a une différence majeure entre ces deux. Il y a 7 élèves de moins à droite. Ouais. Les profs se plaignent beaucoup qu'il y a trop d'élèves en classe. Oui, c'est pas tellement le nombre, encore qu'au bout d'un moment ça peut compter, mais c'est pas le groupe classe, c'est la salle de classe. Si on est contraint par l'espace, on ne peut pas enseigner différemment. Et puis vous allez avoir des difficultés à avoir de la coopération, c'est-à-dire du dialogue entre les gens, s'ils sont sur les uns les autres. C'est vite bruyant. Donc on ne peut pas se permettre ça. Pour autant, certains le font. Beaucoup d'enseignants le font. De plus en plus d'enseignants le font. J'ai des exemples en Bretagne. Ici, on est à Rennes. On est en collège, on est en anglais, classe de 4e, salle assez classique, table assez classique, disposée différemment. On a les tables qui sont face à face, seules, côte à côte. Tout dépend en fait de l'activité. On parle de l'activité langagière, nous, prof de langue. L'activité du travail. Parler face à face, c'est quand même plus facile. Quand on écrit ensemble, c'est plus facile d'écrire côte à côte. Être tout seul pour écouter ou lire, ou avoir un groupe à 4 pour travailler ensemble. On peut le fonctionner de cette manière-là si on enseigne un peu de manière différente. C'est faisable. On est toujours près de Rennes. Les paillasses, grand ennemi finalement des enseignants agiles, flexibles, parce que c'est inflexible les paillasses, ça ne bouge pas. Mais les élèves peuvent bouger, eux. Des tableaux sur les côtés, des questionnements différents, il n'y a pas un élève qui est assis, ils sont tous en train de travailler différemment, c'est possible. Classe d'anglais, on est à Lorient là. Du matériel de toutes sortes. Et ça, c'est un matériel qui a été financé par le conseil départemental du Morbihan. Et on est ici à Mordel. Collègues de musique, les tables, c'est pas très utile. On les vient. On est là, le matériel là, sur lequel on s'assoit, ça permet de tenir. Et comme il faut aussi de l'espace pour le bruit, on ne reste pas en salle de classe. Les élèves de droite sont assis dans le couloir. On n'a jamais assez de place dans une salle de classe. On repousse les murs au maximum. Énormément d'enseignants le font. Et toutes ces manières de travailler, elles se font avec le soutien en fait des inspecteurs, des chefs d'établissement, des institutions payeurs. On arrive à avoir du matériel. Mais c'est difficile à mettre en place parce qu'on va à l'encontre d'une représentation de ce qu'est l'école, d'une salle de classe, que tout le monde a. Certains enseignants, certains chefs d'établissement, certes, mais les parents aussi. J'ai eu des parents dire, vous savez, je ne comprends pas votre manière d'enseigner, un élève c'est fait pour écouter, rester assis et prendre des notes. Quand on bouge les choses, quelque chose qui a une telle inertie, il faut des porteurs de projets, mais ils trouvent écho. Et c'est compliqué. Comment est-ce qu'on peut coopérer en classe ?
Le mot coopérer est intéressant parce que c'est pas un objectif du programme. Pas en Europe, en fait. On le retrouve dans le cooperative learning des États-Unis et du Canada. C'est un objectif. On forme des élèves capables de coopérer ensemble. Pas en Europe. Les programmes des différents cycles collège-lycée mettent en avant l'autonomie de l'élève régulièrement, mais toujours dans le sens travailler seul, sans l'enseignant, sans les autres. On travaille seul. Pourtant, beaucoup d'enseignants, surtout dans ces 10 dernières années, se sont emparés de cette notion de la coopération parce qu'on sait que c'est un levier de motivation, c'est un levier d'apprentissage. Là, on commence à voir le problème entre l'attendu du prof et le poids de l'institution historique, de la manière qu'on a d'enseigner. Pour ça, le très bon élève, mais trop scolaire, on voit avec ce genre de choses. On peut évoluer et faire évoluer la manière d'enseigner juste déjà en introduisant un peu de coopération. Ou plutôt en ne la décourageant pas dans une manière d'enseigner classique. Je vous parle de magistral là, comme je suis en train de faire là, c'est du magistral. Souvent on fait du magistral dialogué, donc je pose des questions en cours de route, comme je vous ai posé tout à l'heure. Et il y a plein de choses qu'on peut faire pour favoriser la coopération déjà dans ce contexte-là. Souffler, c'est pas tricher. Ça, c'est un état d'esprit. Les élèves ont, les parents le disent derrière. Ça revient à ce qu'on disait dans le programme, le côté je fais tout seul, sans les autres, parce que si je fais avec les autres, j'ai triché, je ne le mérite pas. Tous les ans en classe, ma première heure de cours, je parle anglais aux élèves, je leur pose des questions. What's your name? How old are you? What's your favorite color? Super. Je bouscule pas trop mes élèves, ça va? Ouais, tout va bien. What's your name? How old are you? Pour l'instant, je ne pose pas les questions aux dames. What's your favorite color? Génial. What's your name? What's your favorite color? How far from school do you live? Merci d'avoir répondu. Celle-là, évidemment, vous sentez le saut de niveau dans la question. Je pose la question aux élèves, ils sont en confiance là, ça va. La couleur, l'âge, je vais y arriver. La couleur, l'âge, qu'est-ce qu'il m'a demandé? Et là, tout le groupe, tous les enjeux, tous les élèves qui se retournent, t'es dans ta merde. Débrouille-toi. Avec un peu de chance, on a un copain ou un bon élève qui est pas trop loin, il te demande si tu habites loin de l'école. Puis il me regarde comme ça. Genre, j'ai pas vu. Un élève qui souffre, ça se voit pas. Surtout l'élève à qui je demande, qui a... Oh. Je sais pas. Tous les enjeux de sketch, c'est dingue. Mais s'il sait pas, il a le droit. Enfin, surtout s'il vient en cours d'anglais. Je me dis que s'il vient en cours d'anglais, qu'il y a des choses qu'il ne sait pas en anglais, c'est qu'il a trouvé la bonne porte, quoi. Je suis là pour ça. Donc, quelqu'un qui va souffler, s'il te plaît, fais-le. Puis fais-le fort, qu'il t'entende correctement. Puis répète, puis tu lui dis merci. Et puis c'est bien. Merci d'avoir aidé. Et je repose d'autres questions plus complexes, et si je trouve personne, je demande à toute la classe, et je ne tiens pas l'élève pour responsable. C'est pas grave, tout va bien, tu as le droit de ne pas savoir. Et je tiens la classe pour responsable en groupe, on peut l'aider. C'est la première chose que je veux casser chez mes élèves, c'est cette représentation de souffler, c'est tricher. Non. Se faire aider, c'est aussi apprendre. Donc d'aller chercher de l'aide chez quelqu'un. Et pas que le prof. Parce que le prof, il n'est pas toujours disponible. J'ai un gros groupe, particulièrement aujourd'hui. Je ne vais pas être disponible pour tout le monde. Si vous avez besoin d'aide, vous allez peut-être aller voir quelqu'un. C'est positif d'aller voir quelqu'un. Mais pour voir ça, il a fallu aussi que je bannisse l'a priori du bavardage. Parce que si je pars du principe que mes élèves bavardent quand ils échangent, je vais les gronder. Alors, je ne vois pas bien, je cherchais 2 bavards. Est-ce qu'il y a des bavards? Ils bavardent là, celui-là? Ah, ils bavardent. Donc vous deux. Donc je trouve 2 bavards, je fais bouh, on fait tous bouh, bouh. Voilà. C'est bien, vous êtes joueurs, j'adore. Alors c'est pas. Et là, la réaction en général, si ça vous intéresse pas ce que je dis, vous pouvez sortir. Mais ça c'est un classique et on sent tout de suite le poids de la culpabilité, le conflit qui va naître.
Normalement, les élèves, le classique défense, c'est « ouais, mais on parlait du cours ». C'est lui qui a commencé, je faisais que lui répondre. On parlait du cours. Mais c'est souvent vrai en plus. Moi, si je pars dans le côté oui, mais c'est une excuse, le cours, tu parles du cours, tu dis ça, je suis obligé de garder ma posture et je vais jusqu'au conflit. Ah, tu te tais maintenant, je ne veux plus t'entendre, de toute façon, c'est une excuse, c'est pas vrai, laisse-moi parler. Mais si c'était vrai, quand on écoute quelque chose d'intéressant et qui nous fait réagir, en positif, en négatif, on critique autre, on veut se l'approprier. La première réaction qu'on a, c'est humain, c'est d'en parler à son voisin, ou de le dire, le formuler. Non? En fait, vous bavardiez pas, donc ça vous intéresse pas ce que je dis, en fait. Je vois bien. Et bon, il y a d'autres types de bavardage, c'est des choses, attends, t'as une gomme, la table elle bouge, enfin c'est du confort. Si je pars toujours du principe qu'ils bavardent, donc c'est pas bien, donc je vais les punir, donc ils ne diront plus rien en classe, j'aurai une classe silencieuse, j'aurai l'impression de tenir ma classe, je suis un bon prof, la classe est silencieuse, et la classe elle apprend rien parce qu'elle écoute rien. Et ils disent rien parce qu'ils ont trop peur de se faire accuser de bavardage. Juste changer ces dynamiques, enlever le mot bavardage des conseils de classe et du bulletin, parce qu'il apparaît un truc sur deux, hein. Bavardage, trop de bavardage. Et c'est ce que les parents me disent aussi. Non, mais je lui dirais de moins bavarder et puis plus d'écouter. Je veux qu'il me pose des questions, donc je veux pas qu'il se taise. On a besoin aussi de laisser ce côté-là. Et puis ça génère un groupe avec moins de conflits, si je vais pas en attaque. J'ai vu je suis allé voir plein de collègues dans des conditions d'enseignement différentes, et j'ai vu une classe de BTS, je suis assis au fond de la classe pour observer, et ils bossent bien, c'est des adultes, quoi, ils sont majeurs. J'ai un élève qui a attendu que le prof, étudiant en fait à cet âge-là, qui a attendu que le prof passe, et puis il lui tourne le dos pour se pencher vers le voisin d'un côté, pour lui poser une question qui était extrêmement importante pour qu'il puisse continuer à travailler. Il a attendu que le prof tourne le dos pour poser sa question. Je lui ai demandé pourquoi. Il avait peur d'être accusé de bavardage. Et puis il ne voulait pas poser la question au prof devant tout le monde. Donc on le fait dans le dos, parce qu'on a toujours cette chape-là. Donc on l'enlève, et on favorise les échanges, ce qui permet aux élèves de s'aider les uns les autres. Toujours dans le discours magistral dialogué, le prof, ça pose des questions. Hein? Oui. Ça attend combien de temps un prof avant de passer à autre chose? Mary Budrow s'est posé la question. C'est une chercheuse américaine, elle s'est posé la question aux années 70. Ça a été régulièrement retesté. Tous les niveaux d'apprentissage. Un prof attend en moyenne 1 seconde. Avant de soit passer à quelqu'un d'autre, soit de donner la réponse, ou c'est presque pire, reformuler les questions de manière différente. On a eu 1 seconde pour comprendre la question, au bout d'1 seconde, la question a changé. Et ça génère un vachement de stress aussi, et pas qu'à l'école. J'étais à un mariage il y a quelques années, chouette journée, la mariée est magnifique, je suis en train de penser au repas qu'on va avoir après. Et Madame le maire, tout d'un coup, interroge les invités. Quel est le code civil, l'article du code civil qui correspond au mariage, quels sont les droits? Et elle a dit, texto, on va faire comme à l'école. Oui, elle est dans sa scolaire. J'ai senti le stress dans le mariage d'un coup. C'est quel est l'article du code civil? Je ne sais pas. Vous êtes mariés? Oui. Vous devriez le savoir, je n'ai pas révisé. Je ne savais pas qu'il y avait des contrôles. Je regardais la robe et je pensais au gâteau. On peut changer ça déjà, cette dynamique-là, déjà en attendant un peu plus, mais en profitant de la coopération. J'utilise tout ça tout le temps, le mettez-vous d'accord. À votre avis, combien de... Vous avez 30 secondes pour répondre, réfléchissez avec vos voisins immédiats. Et ça permet plein de choses. Déjà, ça met tout le monde au travail, plutôt que d'avoir ceux qui ne savent pas attendre que ceux qui savent disent. Donc ceux qui savent disent et n'ont rien appris puisqu'ils savaient. Et ceux qui ne savaient pas, puisqu'ils attendaient, ils n'ont pas réfléchi, ils n'ont rien appris. Moi, voilà, j'enseigne pas en fait.
Mais si je pose une question, que je dis mettez-vous d'accord, tout le monde se met à bosser, à échanger, à discuter. 30 secondes, pas trop long, pour pouvoir proposer quelque chose. Et quand ils proposent une réponse, ils ne sont pas tout seuls, ils ont le soutien du groupe. Combien de fois ça vous arrive aussi en réunion? Une question qui est posée, j'ai une question, mais ça va être une question bête, j'ose pas le dire devant tout le monde. J'aimerais juste en échanger avec juste vérifier que je suis pas trop con en fait. Et discuter un petit peu, puis ouais, ok, je me sens maintenant capable de prononcer cette phrase en public, surtout moi, prof de langue, il faut dire le fond, mais il faut dire la forme, il faut travailler la prononciation, la forme de la phrase. Donc je propose, et je partage la responsabilité finalement de cette réponse avec mes camarades qui me soutiennent. Et plutôt que d'avoir un moment de je crois que c'est ça, non c'est pas ça, mince. J'ai un moment, on a réfléchi ensemble, on pense que, je donne une réponse, ah c'était ça, j'ai pas du tout la même dynamique dans la salle de classe. C'est aussi très utile quand je vais corriger des exercices écrits. Je viens voir, ils ont travaillé côte à côte et vous avez comparé non, mettez-vous d'accord. Et là, on a un temps d'apprentissage supplémentaire. Puis moi, j'ai moins de corrections. On travaille beaucoup en travaux de groupe. Vous avez certainement vu ça, vous avez des enfants qui travaillent en travaux de groupe. Les travaux de groupe à l'école, c'est comme ça qu'on fait du coopératif à l'école. Beaucoup d'élèves n'aiment pas ça. Surtout quand c'est noté. Je reviens au premier mot qui a été mis tout à l'heure, note. Surtout quand c'est noté. Parce que quand on fait un travail de groupe, c'est toujours les mêmes qui bossent. Celui qui fait pour l'ancien, l'ensemble du groupe, et les autres suivent. Et cette personne-là, elle en a marre parce que fait tout le travail, profite de la note, et les autres en profitent, n'ont rien fait. Philippe Mérieux donne 4 rôles dans un groupe. Le concepteur, l'exécutant, le chômeur et le jeûneur. Vous êtes qui? Alors vous êtes venus ici, vous êtes tous des concepteurs. Ouais. Vous allez travailler ensemble. Il n'y aura plus qu'un seul concepteur. C'est qui les jeûneurs? Ce qui se passe, c'est que, surtout quand c'est noté, et qu'on a un projet, qu'on donne un objectif, tout le monde se colle 5 en tête. Enfin, c'est la réalisation du projet qui prend le dessus sur le travail. Quoi qu'il en coûte, le projet doit aboutir pour qu'on ait la note. Donc on va aller au plus simple, on va prendre l'idée du meilleur d'entre nous, on détermine qui c'est, on va prendre cette idée-là, et puis on va le suivre, et puis quelqu'un ne sait pas trop quoi faire, il n'a pas compris, puis l'autre il s'ennuie. Et c'est là où il devient gêneur, c'est qu'il s'ennuie en fait. Il n'arrive pas à s'exprimer. La grosse difficulté, le malentendu qu'il y a derrière pour les enseignants, c'est dans la pédagogie de projet, on demande, c'est du jargon d'enseignant, on parle de pédagogie de projet, démarche actionnelle, on met un projet pour mettre les élèves en action. Oui, mais en accentuant autant sur le projet, on donne l'impression aux élèves qu'il n'y a que le projet qui compte. Mais une salle de classe, ce n'est pas une entreprise. C'est un lieu d'apprentissage. C'est l'apprentissage qui compte. Donc, un projet qui aboutit, pour moi, ça veut dire que les élèves savaient mener un projet. Vous connaissez le concept. Donc un bon projet, un projet abouti, c'est un groupe qui n'a rien appris, de nouveau. Un projet qui n'a pas abouti, qui n'est pas bon, qui est bancal, qui a plein de problèmes, mais que les élèves ont tenté de résoudre, c'est des élèves qui ont travaillé, qui ont appris quelque chose. C'est ça qui m'intéresse. C'est une différence qu'on fait, alors je m'appuie sur Sylvain Connac, chercheur en didactique, qui fait la distinction entre collaboration et coopération pour nous en pédagogie. Collaborer, c'est travailler ensemble pour réaliser un projet. Coopérer, c'est travailler ensemble pour apprendre. Avec un projet comme excuse, en fait. C'est le contexte. Donc je veux que mes élèves coopèrent, pas qu'ils collaborent. Parce que je veux qu'ils apprennent en cours de route. Une manière de coopérer, c'est de pas leur donner un projet. Parce que trop souvent, ce qui se passe, c'est que l'enseignant va imposer un projet, imposer un groupe, imposer toutes les conditions pour aller au bout. Donc on va au plus simple et on se retrouve avec les 4 rôles qu'on avait. Mon objectif, c'est qu'ils apprennent, donc ils ont tous un parcours, c'est ce que j'explique dans le dispositif classe accompagnée, dont je ne parle pas aujourd'hui, mais c'est le principe. Tous les élèves ont un parcours d'apprentissage, ils peuvent s'appuyer les uns sur les autres, mais c'est leur parcours personnel qui compte. Donc ils doivent travailler seuls dans un milieu coopératif. À eux de choisir avec qui ils veulent travailler, s'ils veulent travailler avec quelqu'un. Quand ils rentrent en salle de classe, mes élèves, on a tout un processus au début d'année pour apprendre à le faire, mais ils rentrent en salle de classe et ils disposent les tables comme ils veulent.
Chaque heure de classe, chaque groupe redispose, redispatche. Donc on se retrouve avec des groupes. Là, j'ai 7 élèves. Il y en a un qu'on ne voit pas. 7 élèves, ils travaillent sur des choses différentes, similaires, enfin, sont dans le même parcours, mais ensemble. Quand ils se coincent, ils cèdent. C'est pas du bavardage. J'ai pas annulé le bavardage est toujours présent. Mais très souvent, quand vous bavardez avec vos camarades, vos collègues de travail, vous travaillez quand même, vous créez du lien. Ça permet d'avoir envie d'être ensemble. Donc les élèves font ça, certains, ça leur convient pas trop, donc ils s'isolent. Donc on parle souvent d'îlots, je ne sais pas si vous avez entendu l'expression pour les salles de classe, mais les îlots, c'est des groupes de 4. Moi j'ai des archipels, parce que j'ai des presqu'îles, puis j'ai des rochers. Quelqu'un tout seul, qui a envie de bosser tout seul. Mais des fois, c'est une partie du cours, puis après, il peut se déplacer. Se sentir à l'aise de travailler dans ce cadre-là, c'est extrêmement important. Donc ça, c'est déjà apprendre à coopérer en classe. Ce qui est aussi les groupes invisibles en classe, enfin hors de la classe. Ces élèves, mais tous mes élèves, ils travaillent ensemble quand ils sont en dehors de la salle de classe. Je le vois pas forcément. Ils sont sur Snapchat, ils sont sur Discord. C'est quoi les trucs de jeunes maintenant? Facebook. Je vais pas là-dessus, il y a ma grand-mère. Donc les élèves, ils auront leur propre réseau. Et quand ils font les devoirs à la maison, ils travaillent de cette manière-là, de manière coopérative. Ils s'échangent des messages. On ne le voit pas en classe, surtout quand on impose qui s'assoit où. Ça me gêne toujours qu'on continue de le faire autant. Dire aux élèves, c'est comme un mariage, c'est pénible. Je voulais m'asseoir à côté du gâteau. On est en salle de classe trop souvent ainsi imposé par le prof, donc on ne voit pas ces groupes-là. Là, mon groupe d'élèves ici, c'est un groupe qui se retrouve en ligne, je veux dire, hors de la classe. Et quand j'ai des élèves qui sont isolés en classe, pour plein de raisons, ils se sentent un peu tout seuls, quand je vois un groupe qui fonctionne bien, je l'invite à le rejoindre, je coach les autres, ça c'est un groupe extrêmement bienveillant et sympathique, et j'ai bon espoir que cet élève rejoigne le groupe en ligne après, et s'intègre mieux, vive mieux sa scolarité. Je suis comment en temps là? Parfait. Je vais vous parler d'exemples de choses concrètes, d'activités que j'ai conçues en découvrant l'agilité. J'ai découvert tout ce qui était agile, j'ai découvert le site de Christian aussi, qui était là ce matin, il y a presque 10 ans. Je cherchais autre chose que les réponses pédagogiques qu'on avait habituellement pour transformer mes pratiques. Je vous propose 2 activités. Première, c'est le défi de classe. J'ai découvert la notion de gamification. Vous savez ce que c'est, hein? De toute façon, il y a des ateliers aujourd'hui là-dessus. Transformer une activité en utilisant les éléments qui font qu'un jeu est un jeu, pour le rendre plus dynamique, pour qu'on rentre plus dedans. Je me suis demandé si ça s'appliquait pour de vrai ça. Donc j'ai découvert ça il y a 10 ans. Est-ce que ça peut vraiment marcher? Donc il faut que je pense à un truc le plus rébarbatif possible en classe d'anglais, et voir si, sans le présenter comme un jeu, mais juste comme une activité standard, est-ce que ça marcherait auprès des élèves? Donc ça donne tout de suite envie. Prof d'anglais, je bave devant ça, c'est génial. C'est de la phonétique. Wow. Donc j'ai pris des phrases tirées d'un discours, pour le coup de... Ah, vous avez deviné tout de suite, forcément. Je vous laisse une seconde. C'est un discours de Barack Obama. Et je travaille, il y a tout un contexte pédagogique, je vous embête pas avec ça, mais c'est un travail, une étape dans le travail pour travailler la prononciation. J'ai pris des phrases en phonétique, j'ai mis, pour que ce soit à leur portée, des phrases dans le désordre en dessous. Objectif, reconstituer les phrases à partir de la phonétique. Voilà. Maintenant, il faut que je rende ça ludique. Trop facile. Donc, gamification, je me suis appuyé sur 3 notions. Par exemple, c'est plus complexe que ça, mais on s'appuie sur ces 3-là déjà. Et il faut que les règles soient claires, la coopération doit être favorisée, il doit y avoir une espèce de défi. Donc, les élèves sont rentrés en salle de classe. Ils ne sont pas complètement vierges de phonétique, on en a fait avant, hein, c'est dans un contexte. Je leur donne à chacun une feuille. Sur la feuille, ils ont les 5-6 phrases en phonétique avec le niveau. C'est un défi parce que aucun élève n'est capable de tout faire
dans le temps imparti par lui-même. C'est pas possible, c'est fait pour. Ils doivent tous avoir dans la classe les mêmes réponses dans leur cahier. Je vais corriger un cahier. Je vais limiter mon temps de correction aussi, pas déconner. Je corrige un seul cahier pour l'ensemble de la classe. On le tire au hasard. Et ils ont jusqu'à la sonnerie. Voilà, les règles sont claires, elles ne sont pas négociables, parce qu'on ne négocie pas avec les sonneries. Je donne juste la feuille, puis je me tiens à carreau. Donc j'ai commencé à faire ça il y a 10 ans. Et les premières fois, ça a été dur. Ça a été dur. Le premier groupe à qui j'ai donné ça, ils se sont tous mis au boulot. Ils se sont fait « ouais, très bien ». Puis ils se sont mis à bosser. Tous sur la première phrase. Tous. Il a fallu attendre presque 10 minutes pour qu'une élève lève la tête. Regarde sa montre, me regarde les autres. On voit qu'elle dit elle ne va pas y arriver dans le temps imparti, mais on voit tout le processus. Ça s'est fait, c'est un mime quoi. En cours de langue, ils évitent de parler parce que sinon je leur demande de parler en anglais, donc on fait beaucoup de mimes. Ok, elle était super. Et elle s'est déplacée de table en table, puis elle est revenue, elle s'est assise, silence. Et j'ai fait le tour, ils avaient tous changé, et elle les avait bossés tous sur une phrase différente. Énorme. Une élève a réussi à faire ça. L'autre groupe, ils m'ont paru plus malins au départ. On va faire autant de groupes qu'il y a de phrases. Puis ils ont regardé la longueur des phrases. Vous avez vu la première et la deuxième, là? Ils se sont engueulés. 2 minutes. Moi, je m'étais dit, je vais voir si ça marche. Il faut que je dise rien. Je reste en observateur, je dis rien. 2 minutes, les élèves s'engueulent. Pourvu que la principale passe pas. Au bout de 2 minutes, les règles sont non négociables. Il faut qu'on finisse avant la sonnerie. Ils n'ont même pas cherché à négocier avec moi, en fait. Ils m'ont complètement snobé. Il n'y en a que pour la sonnerie. C'est plus important que le prof, apparemment. Donc ils ont décidé qu'il allait falloir s'y mettre. On vous aidera, on fera. Et ils l'ont fait. Donc les 2 groupes l'ont réussi. J'ai eu un élève qui a refusé de jouer. Et en 10 ans, c'est le seul. Je l'ai tenté dans d'autres... j'ai demandé à des collègues de le faire, je l'ai testé ailleurs. J'ai testé depuis. Et je mesure à quel point la notion de coopération a progressé dans l'enseignement. Ça passe tout seul maintenant, cette activité, peu importe le niveau. Dès la 6e. Bon, pas celle-là. Les pauvres en phonétique. Mais dès la 6e, on sent, le premier degré a beaucoup bossé sur la notion de coopération, ça marche en collège, ça commence à le faire en lycée, on sent, donc ça marche mieux. J'ai une autre activité. Ça vous parle peut-être Felix Day ici? Ça ne parle pas aux profs toujours de toute façon. Je ne sais plus quelle entreprise, chez qui j'ai piqué ça, mais leur idée c'était... Oh attendez, parce que je voulais vous montrer une vidéo. Comme ça ne marchait pas, ça ne se déclenchait pas tout de suite. Je suis désolé. Je voulais vous montrer juste pour ça, là, vous savez. J'ai filmé la classe juste 30 secondes. Voilà ce que ça te donne quand ils sont au cœur de l'activité. Non, je vais mettre ça, c'est le son. C'est compliqué, le numérique. Ok, bon, on fait 2 trucs et après on les fait voir et après on passe au c'est les seuls. Ça va être Et les phrases apparaissaient petit à petit au tableau, au fur et à mesure qu'ils ont commencé à bosser ensemble. On voit comment ils s'approprient quand même l'activité, ils s'approprient l'espace, ils s'organisent entre eux. Donc l'autre activité dont je voulais vous parler, FedEx Day, c'était l'idée du FedEx Day, c'est FedEx livre en 24 heures. Donc vous avez 24 heures pour travailler sur un projet et au bout de 24 heures, vous montrez ce que vous avez fait. Vous travaillez sur exactement ce que vous voulez. Ce n'est pas en lien avec l'entreprise, ce n'est pas un produit habituel. Vous travaillez ce qui vous tient à cœur, vous travaillez qui vous voulez et vous faites ça sur le temps imparti. À la fin, vous nous montrez le travail accompli. Je me suis demandé si je pouvais faire ça en classe. J'ai appelé ça le Free English. Régulièrement, je demande à mes élèves s'ils ont des idées de thématiques. Ils ont toujours plein d'idées. Et j'ai jamais assez de temps dans l'année pour faire toutes les thématiques.
Donc je leur dis oui. Et ce que je fais là, c'est je vais leur proposer de travailler sur la thématique qu'ils veulent. Et je leur donne une consigne en 4 mots. Do English, prove it. Faire de l'anglais et le prouver, c'est juste pour... Ça va? Je ne sais pas si vous avez suivi votre scolarité en France ou pas, en fait. Do English and prove it. Donc si vous avez fait en France, c'est que ça n'a pas de problème pour vous, vous avez compris. On fait un brainstorm en classe, toutes les activités, toutes les thématiques qu'on peut aborder, et puis tous les formats de travail qu'on pourrait montrer à la fin. Est-ce qu'on fait un sketch? Est-ce qu'on fait un exposé? Est-ce qu'on fait... il y a toutes sortes d'activités qu'on peut faire. Donc, je demande à mes élèves de travailler là-dessus, puis de choisir une équipe, une thématique, un objectif, et je leur donne une semaine. La première heure compte pas, c'est le brainstorm. Une semaine de classe et 3 heures de classe. 3 heures pour le faire, le temps en dehors. Et la semaine d'après, on montre ce qu'on a réussi à faire. Ça pose problème sur le côté programme, mais en le faisant ponctuellement, on développe, j'espère en tout cas, d'autres compétences. C'est ça que je voulais voir aussi, ce qu'ils étaient capables de faire. Donc, on prend un groupe. Premièrement, on s'isole par équipe, on discute, on choisit. Ce groupe-là a décidé de travailler sur une agence de voyage. Organiser une agence de voyage. Donc, comment est-ce que j'organise un voyage? Ils ont fait une page web, donc on a utilisé une page web pour faire ça, donc récupérer tout ce qui est choses à visiter, les hôtels à visiter, ils ont écrit des petits textes, ils ont tout mis à disposition. Puis ils se sont dit, bon, c'est bien, mais puisque l'objectif c'est de montrer au groupe, comment est-ce que je vais faire ça? Et mes élèves ont découvert le pitch, tout seul. Ils se sont dit, on va faire une pub, comme si c'était une publicité. Comment est-ce qu'on va le révéler aux autres sous forme de publicité? Donc ils ont investi le couloir parce qu'on n'a pas assez de place. Et on préparait leur sketch. Et au final, on a 2 filles qui discutent à droite en prenant leur café. J'aimerais bien faire un voyage en Angleterre. Je ne sais pas comment il me prend, je ne sais pas quoi faire. Et surgissent de nulle part. Toudou, avec petit jingle. On a un site web formidable, comme une visiteuse. Non, elle le fait mieux que ça. Et elle présente ça comme ça à la classe. J'ai eu d'autres présentations. Les exposés, parcours, BTS. Moi, je croyais qu'ils préparaient leurs études. Pour ceux qui sont comme moi, c'est un groupe de pop coréen. Voilà. C'est le groupe le plus célèbre du monde. Voilà. Je croyais qu'il y avait un BTS musique qui avait ouvert dans le lycée à côté, moi. Ah ben non. Tiens, vous reconnaissez ça, vous? Ouais. Donc après leur exposé, ils font des quiz. Et donc j'ai eu check out. Bien, ça marche bien, les élèves ont beaucoup aimé. Ça permet de tester. Alors c'est drôle parce que ils s'évaluent les uns les autres, ils se reprochent de ne pas avoir écouté, je trouve ça toujours drôle. Mais on l'a dit pourtant! Bienvenue dans mon monde. J'ai eu... Oh, je crois que c'est mon préféré. C'est enregistré, ça? Je crois que c'est mon préféré. Elles ont fait un quiz, genre en question pour un champion. Alors ça se voit pas, parce que je me suis rendu compte qu'après, elle a baissé sa main, elles avaient fait leur question avec le logo qu'ils avaient derrière, et ont posé leur question comme ça. On fait les buzzers, elles interrogeaient la classe, ça tournait. C'était super sympa. Beaucoup de travail de préparation des questions. Et bien penser à intégrer, faire bouger la classe. Tout le monde a parlé anglais ce cours-là, c'est un peu génial. Donc voilà ce qu'ils en pensent. C'est vachement bien. Donc c'est différentes manières de travailler la coopération en classe. J'ai mis en place, j'en parle pas aujourd'hui, mais la classe accompagnée qui essaie de prendre ça sur l'ensemble du parcours d'apprentissage. Ça, c'est des activités un peu spécifiques, qui sont des activités qui m'étaient inspirées de l'agilité. Et je me rends compte que ça fait beaucoup écho chez mes collègues.
Le côté scolaire, maintenant, pour nous, les enseignants, c'est plus ça. J'espère que cette génération d'élèves, quand ils répondront au même nuage de mots, on aura davantage des choses comme coopérer, s'amuser, apprendre par le jeu. J'espère qu'on y viendra. On est beaucoup d'enseignants à travailler là-dessus. L'école scolaire, c'est bien. C'est ce que j'avais à vous montrer. Si vous avez éventuellement des questions, je reste à votre disposition. Je vois mes élèves demain. Vous voulez pas lever le pouce pour eux? Ah, vous êtes adorables. J'essaierai de prendre la meilleure photo. Merci. Vas-y. Mais tu les laisses qu'une seconde, hein. Pas plus. Donc du coup, il faut poser des questions rapides. Regardez, ce que s'éloigne. T'es dans ta merde. Oui. In English, please. Voilà. On m'entend? Ouais. Me lancer parce que personne ne se lance. Moi, j'ai ma fille qui me dit, moi j'ai un super prof, mais à chaque fois, j'arrête pas de l'interrompre. Il me dit, arrête de m'interrompre. Alors, elle se pose la question, parce que les autres n'osent pas poser la question, donc elle pose des questions. Elle dit, comment je peux faire pour que les autres soient un peu plus intéressés au cours et puis participent, quoi. Donc, l'avis du prof de l'autre côté. Ouais, ces élèves-là, c'est les élèves, j'appelle ces élèves-là les élèves qui ont la télécommande du prof. Quand on s'adresse à un groupe complet comme ça, on a on a souvent les questions, mais souvent, parfois un peu rhétoriques. Alors vous avez compris, est-ce que vous avez une question? Sinon je passe à la suite. Et c'est un peu toujours les mêmes élèves qui posent les questions. Et c'est les élèves les plus impliqués dans le cours. Et c'est là-dessus, du coup, les autres se reposent sur cet élève-là. Elle a pris les télécommandes. Donc c'est elle qui peut mettre sur pause le prof. Ah, j'ai une question. Et appuie sur play. Mais quand on a un timing en plus à respecter sur ce qu'on veut faire comme type d'activité, effectivement, s'il y a trop de questions qui viennent toujours de la même personne, c'est un peu gênant. Comment est-ce qu'elle, je ne suis pas sûr qu'elle peut changer grand-chose pour impliquer les autres. Là, c'est le déroulé du cours. Il faut que les élèves puissent aller chercher du contenu autrement et d'avoir du temps de réfléchir à la question. Tout le monde ne réfléchit pas à une question à la même vitesse. Quelqu'un a une question là d'ailleurs? On le sent ça. Les meilleures questions, elles prennent du temps des fois à venir. Donc c'est toujours les mêmes qui se lancent. C'est le déroulé du cours qu'il faut modifier un peu. D'ailleurs, vous avez peut-être entendu parler, je ne sais pas, ça a été la mode ces dernières années, de classe inversée. Les pédagogies inversées, ce genre de choses. Donc l'idée, c'était d'avoir moins de cours descendants pendant l'heure de cours et du travail en dehors de la classe. Ça, c'est le niveau 0 de la classe inversée. Ça ne marche pas très bien parce que les élèves qui ne travaillaient pas à la maison avant ne travaillent pas à la maison dans ce cadre-là non plus. Les élèves, ceux que j'appelle ceux qui ont la télécommande du prof, c'est ceux qui apprécient le moins ce basculement. Parce que tout d'un coup, ce n'est pas eux les plus engagés dans le cours. Donc, je ne suis même pas sûr qu'elle apprécierait de changer. Tu vois? Il y a tout un renouvellement de la manière d'enseigner dans ce cadre-là, au moins par moment, tu vois, parce que le cours descendant, il est utile. Mais il y a peut-être d'autres moments et d'autres manières d'aller chercher du contenu, quoi. Merci. Une autre question? Juste une petite question. Merci beaucoup pour cette intervention. Je suis juste à côté. Super. Je pense que là, tu prêches une bonne quantité de convaincus. C'est super. Est-ce que cette démarche, tu l'as aussi auprès d'autres profs, dans d'autres formations de professeurs, dans des UFM, des choses comme ça? Ouais. J'espère. Oui. J'ai cette démarche-là en classe depuis presque 10 ans maintenant. J'ai été repéré par l'inspection qui m'a mis en avant, qui m'a demandé de devenir formateur. J'ai été même formateur temps complet pendant quelques années
avec comme objectif, un des objectifs principaux de favoriser ce genre de pratique. On a de plus en plus de formations qui tournent autour de ça. J'en ai tout le temps. Toutes les semaines, j'ai quelqu'un. Toutes les semaines, ou presque, ces temps-ci, j'ai même quelqu'un qui vient me voir en classe. Il y a des groupes d'échange, ça se fait même au niveau national. Il y a un engouement pour ça. Quand je vous dis, il y a le côté, les profs disent que les élèves sont trop scolaires, c'est qu'eux-mêmes ne sont pas en adéquation finalement avec cette attente qu'ils ont l'impression qu'il y a derrière. Mais il y a un changement dans l'institution. Je vois mes collègues, y compris dans mon établissement, qui ont modifié leurs pratiques, qui sont inspirés des miennes, et je vois l'effet que ça a sur les élèves. Maintenant, au début, quand je faisais ça il y a 10 ans, c'était difficile de mettre les élèves travailler ensemble, les parents étaient récalcitrants. Maintenant, ils attendent que ça. Ils ont l'habitude. Cool. Merci. Ouais, bonjour. Vous avez un petit peu répondu à la question en fait. C'était comment étiez-vous accueillis? Parce que j'ai vu que vous étiez allé dans différents collèges, notamment à Lorient, d'où je viens. Mais comment est-ce que vous êtes accueillis avec cette démarche quand vous allez observer des classes? Et surtout, j'ai fait la conférence sur le biais cognitif juste avant. Allez-vous dans des classes dans lesquelles vous savez que les professeurs sont réticents à ce changement? Non, parce que je ne suis pas invité et puis je ne m'impose pas. Je ne suis pas inspecteur. Je vais travailler avec des gens qui ont envie de changer. J'en trouve partout, tout le temps. Les collègues qui ont envie de changer, j'en ai trouvé à tous les âges, dans tous les établissements. Souvent, il y a un truc, il y a une inspection, il y a un changement de l'établissement ou une prise de conscience que les élèves ne sont plus tout à fait les mêmes, donc ils se posent des questions. Tous les enseignants ne sont pas prêts à changer au même moment. Tous les enseignants ne sont pas prêts à changer là, maintenant, mais ils vont l'être à un autre moment. Parce que remettre en cause tout ce qu'on fait, c'est vrai dans tout, l'agilité, vous le savez, c'est difficile de remettre en cause quand on a l'habitude et que ça fonctionne bien. Et puis les demandes qui sont faites aux enseignants sont tellement chargées, il y a tellement de choses à faire. S'il faut que je bascule alors que ça tient, c'est pas le moment, quoi. Mais il y a toujours quelque part quelqu'un qui a envie de changer, qui va l'entendre dans une discussion, puis revenir dessus. Moi, j'ai des gens qui m'ont recontacté après. Vous êtes venu, vous avez parlé de ça dans mon collège il y a 3 ans. C'était trop loin pour moi, ça ne me parlait pas. Maintenant, je commence à comprendre ce que vous disiez, ça me parle. Est-ce qu'on peut en parler à nouveau? Donc, ça, il faut du temps pour chacun. Le bon moment pour chacun. Merci, on va s'arrêter là pour les questions et puis on propose de continuer la journée. Je suis sûr qu'Alain Bon après-midi. sera ravi de répondre à vos questions. Ouais. Je suis par ici.